On a retrouvé dans des documents déclassifiés des radios qui montrent que des puces ont été implantées dans des cerveaux humains pour voir ce que ça faisait, notamment pour essayer de les contrôler. Notamment, on a retrouvé le cas de cette jeune fille qui a eu un implant dans son cerveau, et dès qu'on activait cet implant, elle passait en mode rage totale et elle cassait tout ce qu'il y avait autour d'elle. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du programme top secret qui s'appelait MKUltra, qui consistait tout simplement à programmer et à diriger des esprits. Du moins, à tenter de reprogrammer des esprits ou à en prendre le contrôle. C'est un truc de fou. Je pense que l'histoire des X-Men a été inspirée de ce truc-là. MKUltra, c'est un projet secret de la CIA qui a pris naissance aux USA, évidemment. Tout ça dans les années 50 et qui a duré environ une quinzaine d'années. Et durant ces 15 ans, il s'est passé des dingueries. Ce projet secret, il a permis de faire des expériences complètement folles pour tenter de transformer des humains en machines. Faut savoir que les États-Unis ont commencé à s'intéresser au contrôle de l'esprit dans les années 50. Tout ça après la guerre de Corée. On croyait en fait que la Corée du Nord, la Chine et l'Union soviétique avaient utilisé des techniques de contrôle mental sur les prisonniers de guerre, notamment les prisonniers de guerre américains, pendant le conflit. De plus, on savait très bien que l'Allemagne de 39-45 et le Japon impérial avaient mené des expérimentations absolument abominables et contraires à l'éthique durant la guerre. Et justement, certaines de ces expériences utilisaient des produits pour tenter de prendre le contrôle du cerveau. Et donc les mecs aux États-Unis, là en Amérique, ils se sont dit, bon, si on faisait pareil, mais en mieux. Le projet, il est pas né de rien du tout, ils ont vu ce qui avait été tenté de faire, et ils vont décider de rattraper ce fameux retard et d'aller encore plus loin, comme je vous l'ai dit, et dans un premier temps, ils doivent trouver un lieu où faire ces expérimentations, ce fameux projet MKUltra. Ils vont jeter leur dévolu sur un manoir, un très beau manoir qui s'appelle Ravenskrag. C'est un manoir bourgeois de style néo-renaissance qui a été construit entre 1861 et 1864 pour Sir Hugh Allan, l'homme le plus riche du Canada à l'époque. Ce manoir, il est situé au pied du mont Roy à Montréal. Et en 1943, la propriété a été cédée à l'université de McGill, qui l'a ensuite transformé en hôpital psychiatrique nommé Allan Memorial Institute, avec à sa tête pas n'importe qui, un ponte de la psychiatrie, le docteur Donald Ewen Cameron. Le docteur Cameron, c'était un grand spécialiste de la recherche en psychiatrie. Et avant de venir à Montréal, il enseignait à Albany, et c'est là-bas qu'il a été invité à diriger l'Allan Memorial Institute qui venait d'ouvrir. Les recherches du docteur Cameron se concentraient sur la compréhension des causes profondes des maladies mentales, mais également sur la recherche des méthodes pour les guérir. Il pensait que la schizophrénie et d'autres troubles mentaux étaient le résultat de comportements socialement nocifs chez les patients. Il croyait qu'il était possible de guérir ces troubles en démêlant ses habitudes malsaines. Le démêlage, entre parenthèses, impliquait notamment de détruire complètement la personnalité du patient malade et de la reconstruire après pour qu'elle soit bonne, saine. Je sais pas si ça marche beaucoup, mais il l'a fait. Donc voilà, c'était un docteur, un chercheur éminent que tout le monde respectait, un mec bienveillant qui tentait vraiment de trouver des solutions pour les personnes malades, pour les personnes qui avaient des gros problèmes psychiatriques. Et évidemment, vous comprenez qu'il va glisser. Donc l'Allan Memorial Institute, il a été le premier hôpital psychiatrique à adopter une politique de porte ouverte, permettant aux patients de partir s'ils le voulaient. En tant qu'hôpital de jour, il permettait aussi aux patients de rentrer chez eux après leur traitement. Évidemment, ça dépend, comme je vous ai dit, du niveau d'atteinte de la personne. Si le mec, il veut aller trancher des gens au katana dans la rue, on le laisse pas partir, évidemment. Quoique, en France, un peu, peut-être. J'ai entendu parler d'histoires de mecs qui ont arraché les yeux à la petite cuillère. Bon, c'est classique. Mais bref, dans les années 50 et 1960, le tableau va s'assombrir lorsque l'hôpital soumet des patients psychiatriques à des électrochocs, à un sommeil induit par des dés. Alors quand on dit des dés, ce sont des... on peut pas trop dire le mot, comme par exemple des doses stratosphériques d'acide lysergique qui n'est autre que du... Mais pour bien comprendre ce qui s'est passé dans ce projet MKUltra, il faut revenir aux origines, et c'est ce que nous allons faire. Et justement, en parlant de projet secret de protection de données comme dans le projet MKUltra, eh bien figurez-vous que j'ai un logiciel spécialement pour vous. Vous savez peut-être pas, mais les fournisseurs d'accès Internet, ils peuvent vous brider votre connexion si vous abusez sur le débit. Ou encore vous avez des sites d'achat qui vont collecter vos habitudes de navigation pour augmenter les prix sur des produits qui vous intéressent. Et donc vous les achetez au prix fort. Les amis, évidemment tout ça est terminé maintenant grâce à NordVPN, la famille. Vous savez maintenant depuis longtemps que je suis partenaire avec NordVPN, un peu comme Pernod Ricard avec le PSG, ou encore McDonald's avec la Ligue 1, ce qui est à mon sens une hérésie totale. Imaginez, c'est comme si
si Ventoline sponsorisait Marlboro. Donc NordVPN, c'est votre garde du corps sur Internet, il va chiffrer vos données pour vous rendre invisible, vous permettre de contourner les restrictions géobloquées. En France, il y a plein de sites où vous pouvez pas aller parce que la France bloque l'accès à ces sites, ou les pays étrangers ils bloquent l'accès parce que vous êtes de France. Par exemple, depuis l'étranger, si vous voulez accéder à France TV ou MyTF1 ou MyCanal, qui sont normalement accessibles seulement avec une IP française, eh bien il vous suffit d'activer NordVPN, de vous mettre à Paris, à Marseille, où vous voulez, et voilà, tout est ouvert, vous pouvez accéder. Vous avez même certains matchs de Ligue des Champions qui sont dispo gratuitement en Irlande ou en Belgique. NordVPN, il propose aussi la protection anti-menace, qui va bloquer les virus et les sites malveillants, mais également vérifier les fichiers que vous téléchargez. Vous avez également NordPass qui est proposé par NordVPN. Alors NordPass, il va gérer vos mots de passe de manière extrêmement sécurisée pour ne plus les oublier. Donc il va les stocker aussi de manière sécurisée dans un cloud. Et il peut également vous en générer des très complexes. C'est un petit peu le passe-partout 2.0. Et en prenant un abonnement de 2 ans, NordVPN va vous offrir 4 mois gratuits en plus, ce qui revient à 3 € par mois. Évidemment, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours avec une assistance 24/24, 7 jours sur 7 si vous êtes en galère. Vous pouvez appeler comme ça NordVPN, ouais, j'ai pris un abonnement chez Tony, j'arrive pas à me connecter. Ils vont vous aider. Ce sera peut-être moi qui vais répondre. Et évidemment, cette offre, elle est dispo dans le lien en description, uniquement avec ce lien. Merci à tous. John Kittinger, psychologue de la CIA, a déclaré « Après l'expérience des lavages de cerveau réalisés en Chine, nous étions convaincus que ces techniques d'interrogation pouvaient mener des individus à faire des confessions. » Il faut savoir qu'au tout début, la CIA, elle cherchait un sérum de vérité, plus que de tenter de prendre le contrôle de quelqu'un, ou de modifier son esprit. Et beaucoup pensaient qu'une sorte de médicament pourrait être utilisé lors des interrogatoires pour supprimer les inhibitions et encourager les sujets à parler sans réticence. La CIA a d'abord testé ce fameux acide lysergique. Évidemment, ça n'a pas très bien marché, voire pas du tout. La CIA, elle va ensuite décider de se tourner vers la psychothérapie et l'hypnose pour essayer de percer le secret du contrôle mental. Parmi toutes les recherches menées dans les hôpitaux et les laboratoires, celle menée à l'Allan Memorial Institute, donc ce fameux manoir où ils ont créé une espèce de laboratoire géant, avec des humains, j'entends, eh bien il est connu sous le nom de sous-projet 68 de MKUltra. Tous ceux qui bossaient dans cet institut, donc tous les chercheurs, les docteurs, ils savaient pas que c'était financé par la CIA. Et pour dissimuler cette source de financement, la CIA, elle va créer des fondations de recherche comme la Human Ecology Fund pour canaliser l'argent vers MKUltra. Tout ça en toute discrétion, évidemment. Le but est de rester secret. À ce moment-là, la CIA, elle va se rapprocher du docteur Cameron, tout ça 3 ans après le début du projet MKUltra. D'après le gouvernement canadien, environ 80 patients de l'Allan Memorial Institute ont été soumis à la méthode dont je vous ai parlé juste avant, ce fameux démêlage où on va complètement détruire la personnalité d'une personne pour la reconstruire de zéro. Je vais vous expliquer en détail comment ils faisaient, c'était assez fou. Ils vont utiliser des produits chimiques, notamment des barbituriques. C'est des médicaments qui calment le système nerveux central et qui peuvent être mortels en surdose. Et ils vont ajouter à ça aussi ce fameux acide lysergique. Imaginez un calmant du système nerveux central plus un truc hallucinogène. Des doses colossales, on leur mettait. Donc après avoir injecté tout ça, il y avait des séances massives de thérapie par électrochoc qui étaient administrées, et tout ça pendant plusieurs semaines, ce qui réduisait finalement les patients à un état semblable à celui d'un enfant. Donc en gros, il leur cramait le cerveau de manière chimique avec des produits. À noter que le LSD, c'est un produit très particulier parce que, en quelque sorte, il va faire sauter les sécurités, les filtres que vous avez dans votre cerveau, qui vont permettre de ne pas avoir trop d'informations d'un coup, de se mélanger un peu n'importe comment, ce qui va créer des hallucinations. Et vous imaginez les dégâts que ça peut créer, hein, si vous en consommez beaucoup trop. S'il y a des sécurités qui ont été créées par la nature dans notre cerveau, elles sont pas là pour rien. Évidemment, si on les enlève, il peut y avoir des gros problèmes. Donc imaginez ce que ça fait des doses colossales de ce produit. Bah globalement, là, il leur cramait le cerveau avec des produits chimiques et des électrochocs. La méthode, elle impliquait essentiellement d'administrer 2 à 4 électrochocs par jour jusqu'à ce que le patient développe une confusion aiguë, mais également une désorientation et perde le contrôle des fonctions alimentaires, urinaires et intestinales. Le patient pouvait aussi perdre notion de sa langue maternelle ou de sa vie sentimentale. Donc ils y allaient pas de main morte, hein. Ils t'envoyaient vraiment des gros voltages, des gros ampérages dans le crâne. Alors une fois que les patients étaient démêlés comme ils disaient, ils pensaient qu'ils pouvaient être rééduqués pour adopter des interactions sociales et des comportements, cette fois-ci appropriés, et donc on aurait évincé la maladie. Ce processus nommé conduite psychique impliquait de jouer des enregistrements audio répétés pendant 16 heures pour intégrer dans ce nouveau cerveau qu'on venait de laver des messages positifs. Donc là pendant 16 heures t'entendais oui c'est beau, t'es gentil, des trucs comme ça, mais je pense que ça te rend malade. Les patients étaient sous sédatifs avec des médicaments paralysants musculaires durant tout le processus et pouvaient être exposés à des centaines de milliers de répétitions d'une seule déclaration
tout au long du traitement. Je sais pas si ça soigne, franchement je ne pense pas. Imagine pendant 1 an et 16 heures par jour, t'entends « Vous êtes beau, vous êtes gentil, vous allez faire le bien autour de vous, la vie est belle, j'ai mangé tes frites. » En gros, ils alternaient les messages négatifs et les messages positifs. Durant 10 jours, ils vont écouter pendant 16 heures par jour des messages négatifs qui vont critiquer des aspects de leur personnalité qu'ils veulent effacer. Par exemple, arrête de parler tout seul, n'essaie pas de trancher au katana des gens dans la rue, tu vois, des trucs comme ça. Et donc après, ils mettent 10 jours de messages positifs. Je pense que celui qu'il faut soigner, c'est celui qui a inventé cette technique, on va pas se mentir. La conduite psychique, donc ce truc-là, incluait aussi d'autres traitements expérimentaux, comme plonger les patients dans un coma induit par des drogues, souvent plus longtemps que prévu, jusqu'à 86 jours dans certains cas. Il y a certains patients qui ont subi des électrochocs 75 fois plus forts que la normale. Et évidemment, bien souvent, on utilisait en même temps médicaments électrochocs. On va également utiliser d'autres produits que vous connaissez probablement si vous êtes des jeunes fous et que vous faites des teufs dans les catacombes, bande de malades, plus connus sous le nom de voilà, de la merde, de la psilocybine, et j'en passe. Donc les mecs utilisaient vraiment des champignons hallucinogènes pour essayer de faire des expériences. Alors ce qui est drôle, c'est que je crois qu'aujourd'hui, il y a des expériences qui sont menées justement parce que on s'est rendu compte que ces molécules, évidemment dans un cadre scientifique de médecine, hein, pas avec vos potes le week-end, un concert électro, non, ni en festival avec le l'air, non, ça ne marche pas là. Dans un cadre scientifique, je crois que les champignons, par exemple, ça peut supprimer des migraines en microdosage. Enfin, c'est en cours de recherche, il y a des trucs de fou. Alors moi personnellement, je suis migraineux. Ah non, pas de retour d'expérience, on a dit. Bon, tout ça est très mauvais, évidemment, et interdit. Bon. Ok. Mais bref, vous avez certains patients qui ont été placés dans des conditions de privation sensorielle, et c'est probablement l'un des pires trucs qui puisse arriver. Donc cette privation sensorielle, elle va réduire les capacités à voir, sentir et entendre. Alors dit comme ça, on dit, bon, ok, le mec il dort, mais non, mais en fait c'est horrible, tu deviens fou. Avec cette technique, on les rendait aussi vulnérables que des bébés, incapables de se tenir debout, ou de marcher, ou même, dans certains cas, de contrôler leur fonction intestinale. Si vous n'avez pas l'image, en gros, il se chiait dessus. Le docteur Cameron allait souvent au-delà des pratiques médicales habituelles, comme vous l'aurez compris, en augmentant la fréquence et l'intensité des séances d'électrochoc. Il en voulait toujours plus, c'est-à-dire qu'il était là, bon, le mec ne vibre pas trop avec cette électrode, il tournait le potentiomètre comme ça à fond, et il se disait, ça va marcher. Cette fois-ci, c'est bon. Ça ne marchait jamais. De nombreux patients ont souffert d'amnésie rétrograde, perdant la mémoire de leur vie avant le traitement. Ils ont dû réapprendre les compétences de base qu'ils avaient perdues. Vous avez beaucoup de membres des familles qui ont décrit après ça leurs proches comme étant plus émotionnellement instables et fragiles, alors que c'était censé faire le contraire. Il y a une patiente qui a raconté qu'elle avait été incapable de se souvenir de ce qui s'était passé pendant près de 2 ans après son traitement. Un autre patient avait oublié ses enfants et même comment gérer l'entreprise qu'il avait dirigée pendant des années. Des centaines de patients, si ce n'est plus, ont probablement été traités par le Dr Cameron dans le cadre de ce programme. Même dans les années 50 et 60, lorsque le Dr Cameron menait ses expériences, ces méthodes étaient considérées comme extrêmes. Et à cette époque, la thérapie par électrochoc était souvent utilisée pour traiter la dépression, généralement administrée 2 à 3 fois par semaine maximum. Là, le mec le faisait 30 fois par jour, 75 fois la dose. Autant vous dire qu'il avait un peu dépassé les limites. Le Dr Elliot Emmanuel, ancien collègue, a décrit le Dr Cameron comme étant quelqu'un d'autoritaire, avide de pouvoir, nerveux, tendu et en colère. Quelqu'un de pas très sympathique. T'as pas trop envie de te faire soigner par lui. Il y a même un débat de fond sur le Dr Cameron pour savoir s'il croyait vraiment en ces traitements qui étaient abominables, ou alors s'il faisait juste ça parce que finalement c'était un gros psychopathe. Il y a vraiment la question qui est posée, hein, on sait pas trop. C'est-à-dire que la CIA a donné la pleine puissance à un mec qui potentiellement était un taré. Cette opération est peut-être l'opération secrète la plus étrange dont j'ai jamais entendu parler. Le projet Midnight Climax, et non pas Midnight Express comme le film Giorgio Moroder, My Name is Giorgio. But everybody calls me Giorgio. Donc la CIA a commandé ce projet. Ça constituait à prendre des prostituées qu'on recrutait. La CIA recrutait des putes. Non, on va pas le dire comme ça. Donc la CIA allait recruter tout simplement des prostituées dans la rue. Et donc elle devait attirer des hommes dans des maisons closes spécifiques qui avaient été conçues spécialement par la CIA. Et tout ça pour mener des expériences avec des produits, des dés, comme on dira, qu'elles allaient donner à leurs clients. Donc la CIA, elle donnait ce fameux aux hommes et observait derrière des miroirs sans teint, tout en buvant parfois des cocktails. On est vraiment dans un film, hein, les mecs. Hein. Des appareils d'enregistrement camouflés en prise électrique étaient installés dans les chambres pour capturer les effets de la D sur leur comportement. La plupart de ces expériences ont eu lieu à San Francisco, Marin County en Californie et également à New York. A noter que le programme il manquait largement de supervision et les agents de la CIA impliqués ont admis qu'il régnait une ambiance de liberté et de fête et que parfois il leur arrivait aussi de consommer quelques trucs. Bon, on n'était vraiment pas sur un programme très sérieux
sérieux, hein. Le mec de la CIA, n'hésitait pas à faire le client, on va pas se mentir. La spécialité du biochimiste Frank Olson était la création d'aérosols contenant des agents biologiques mortels, dissimulés dans des produits courants comme la crème à raser ou des insecticides. Ces aérosols incluaient des poisons tels que l'entéroxine staphique, qui va paralyser en cas d'ingestion, ainsi que des agents encore plus dangereux comme l'encéphalomélite équine vénézuélienne, mais également l'anthrax que vous connaissez, qui est probablement le plus mortel de tous, et pas probablement, qui est le plus mortel. Et donc ce mec-là, il travaillait également sur d'autres armes innovantes, comme un allume-cigare qui libérait du gaz létal quasi instantanément, mais également un rouge à lèvres toxique au simple contact avec la peau, et un spray de poche destiné aux asthmatiques, mais qui, en fait, donnait une pneumonie si vous l'utilisiez. C'était une horreur, ce mec. Vous allez voir qu'il a eu évidemment un rapport avec MKUltra, sinon je ne vous en parlerai pas. C'était un peu le mec qui inventait les gadgets pour James Bond, mais version hardcore. Lorsque ce fameux chercheur Olson, ce biochimiste incroyable, a quitté son poste de chef de la division des opérations spéciales au début des années 50, affirmant que les pressions du travail aggravaient ses ulcères, eh bien il va finir par rejoindre la CIA. Fameuse CIA qui a fait MKUltra. Bien qu'officiellement parti de l'armée, il a travaillé au sein d'une station de recherche secrète de la CIA dissimulée dans une base militaire. Et c'est là qu'il va rencontrer Sidney Gottlieb et son adjoint Robert Lashbrook, tous deux scientifiques qui allaient bientôt diriger un projet très confidentiel de la CIA, le fameux projet MKUltra. Alors Gottlieb, il était le principal fabricant de poisons pour la CIA, et pendant 2 décennies, ce chimiste et expert en poison a supervisé des expériences médicales et des projets d'interrogatoires spéciaux où des centaines de personnes ont été tourmentées. Gottlieb lui-même prenait fréquemment du s'enfermant dans son bureau pour prendre de nombreuses notes. Il cherchait à déterminer la dose maximale de ce produit qu'un être humain pouvait supporter. Il se demandait s'il y avait une limite, une dose si élevée qu'elle pourrait briser l'esprit et ouvrir la voie de nouvelles impulsions, ou même à une nouvelle personnalité. Donc le mec n'avait pas peur, vraiment il portait comme ça tout son paquet. Au laboratoire de Fort Detrick, Olson a mené des expériences où des animaux de laboratoire ont été gazés et empoisonnés, ce qui l'a profondément perturbé. Son fils Eric se souvient qu'Olson arrivait au travail le matin et voyait des tas de singes morts, une image qui le troublait profondément car il n'était pas fait pour ce genre de travail. Olson, il a également été témoin de la souffrance humaine, bien qu'il ne soit pas impliqué directement dans la torture. Il a observé et surveillé des sessions de torture dans plusieurs pays. Alors que Thanksgiving approchait en 1953, il va être invité à un séminaire qui va durer 3 jours dans un chalet près du lac Deep Creek dans l'ouest du Maryland. Cette rencontre, elle était organisée par Gottlieb, et tout ça tous les quelques mois. Officiellement, il y avait 2 groupes présents. Vous aviez 4 scientifiques de la CIA qui étaient issus du projet MKUltra et 5 scientifiques de la division spéciale du corps chimique. En réalité, les mecs, ils bossaient tellement ensemble, de manière très étroite, qu'ils formaient un seul groupe, on va pas se mentir. Les premières 24 heures se sont passées sans incident. Et le premier soir, le groupe s'est réuni pour dîner et prendre un verre. Lashbrook, l'adjoint de Gottlieb, a sorti une bouteille de Cointreau et on a servi un verre à chacun. Plusieurs, y compris Olson, ont bu avec plaisir. Après environ 20 minutes, Gottlieb a demandé si quelqu'un se sentait étrange. Et plusieurs ont répondu que oui. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? C'est-à-dire que le mec a dosé le Cointreau avec du LSD, tout simplement. Et donc à ce moment-là, il va leur dire que le Cointreau était dosé et ils vont passer une soirée absolument étrange. Évidemment, aucun des hommes présents n'a apprécié cette petite surprise, et particulièrement Olson qui était très contrarié, voire énervé. Gottlieb, il dira plus tard que les hommes sont rapidement entrés dans un état profond et second, et totalement incapable de tenir une conversation sensée. Au retour du séminaire, Olson, il est arrivé tôt au travail à Fort Detrick. Son chef, Vincent Ruette, qui était aussi au séminaire, est venu peu de temps après. Et aucun des 2 hommes n'allait bien. C'est-à-dire que là, c'était le retour de bâton des 3 litres de 1 qu'ils avaient pris. Le lendemain, Olson n'allait toujours pas bien. Son chef a appelé Gottlieb pour lui dire. Donc Gottlieb, celui qui a fait boire à tout le monde la potion magique. Gottlieb, il va demander à voir Olson, parce que voilà, il commence à s'inquiéter un petit peu. Et pendant leur rencontre, Gottlieb, il a trouvé qu'Olson avait du mal à penser clairement. Il a décidé d'envoyer Olson à New York pour voir un médecin qui s'appelle Harold. Et là, on va dire à la femme d'Olson que Harold, donc le médecin à New York, a été choisi parce qu'il pouvait garder des secrets. C'était en partie vrai parce que Harold, ce n'était pas un médecin classique. Gottlieb savait qu'Harold, il serait fidèle au projet et pourrait bien comprendre ce qui se passait dans la tête d'Olson. Donc en fait, attendez, je résume. Le chef a drogué l'un de ses disciples dans un projet secret, sans lui dire. Le mec ne va pas bien pendant plusieurs jours, donc là, faut consulter. Le chef, au lieu de l'envoyer vers un médecin lambda, il l'envoie vers un médecin qui est dans le projet pour l'étudier, tout simplement. Son collègue devient son projet d'étude. Si ça, c'est pas magnifique. En fait, il avait des cobayes sous la main, il les prenait sans problème. Olson va dire au docteur Harold que depuis le séjour au lac Deep Creek, il
n'arrivait plus à bien travailler ni à se concentrer. Il avait également du mal à parler et à dormir. Harold va essayer de le rassurer et Olson a semblé se sentir un petit peu mieux. Voilà, en fait, il lui a fallu juste quelques jours pour redescendre. Il était resté un petit peu chez père. Faut savoir qu'Olson, donc ce pauvre gars qui a été drogué à son insu, eh bien, travaillait à Fort Derrick depuis 10 ans et connaissait beaucoup de secrets. Il était également allé en Allemagne plusieurs fois et avait vu des endroits où l'armée américaine interrogeait des gens en secret. Hashtag, il est torturé. Il est aussi lié à l'événement du pain maudit lorsqu'en 1951, le village de Pont-Saint-Esprit en France est frappé par un mal étrange après avoir consommé du pain de boulangerie locale. Les habitants vont souffrir d'hallucinations, de comportements irrationnels et de convulsions, ce qui va entraîner des internements psychiatriques et des décès. Alors initialement, il y a une intoxication à l'ergot-seigle qui va être suspectée, c'est un champignon qui pousse sur le seigle, un truc noir comme ça. Et ce champignon, il produit de l'acide lysergique d'éthylamine aussi, ou alors peut-être un léger dérivé, mais ça fait exactement la même chose. Et on va penser que c'était dû à ça. Mais en fait, pas du tout. C'était le projet MKUltra. Parce qu'en 2009, il y a un journaliste qui s'appelle Hank Albarelli Jr. qui va affirmer que la CIA était responsable. Olson, il savait aussi que l'armée américaine avait utilisé des armes biologiques pendant la guerre de Corée. Et vous aviez comme ça des gens qui étaient très haut placés, qui avaient très peur, qui se mettent à parler, à dévoiler plein de trucs. Donc une semaine après cet empoisonnement un petit peu pas très gentil, Olson, il va décider de retourner à New York pour rencontrer une nouvelle fois le docteur Harold. Après une brève visite, Olson, il accepte d'être hospitalisé volontairement dans un sanatorium. Il part, il prend ses affaires, il va dans cet hôpital, il va dans sa chambre, il pose ses affaires, il s'allonge sur le lit, il dort, la lumière s'éteint. Il est 2h25 du matin, et là, il saute par la fenêtre. Du moins, il tombe par la fenêtre. Bizarre. But that was the cover story. Peut-être qu'il en savait un peu trop, un petit peu trop. Donc la thèse du suicide, elle va être validée jusqu'à ce qu'en 94, la famille de Frank Olson va décider d'effectuer une seconde autopsie. Et là, les experts médico-légaux, ils vont découvrir que donc, les blessures qu'il avait sur le corps, eh bien, elles ont été produites avant la chute. Ah, pas sûr qu'il ait sauté volontairement. Hein. Évidemment, ces découvertes, elles vont alimenter la théorie, j'allais dire du complot, mais pas vraiment, comme quoi Olson se serait tout simplement fait assassiner par la CIA parce qu'il en savait trop. C'est extrêmement probable. À peu près à la même époque que le projet MKUltra, les femmes détenues à la prison de Kingston ont reçu régulièrement des doses de et ont subi également des électrochocs dans le cadre de traitements psychiatriques. De plus, vous avez des jeunes autochtones, donc des Indiens d'Amérique, qui étaient dans des pensionnats, qui ont été involontairement impliqués dans des tests médicaux qui portaient sur des vaccins et des suppléments vitaminiques. Les Indiens d'Amérique, alors on dit pas Indiens d'Amérique, je crois que c'est péjoratif. Hein. Les natifs. En gros, on leur a foutu des vaccins où on n'avait pas de recul et on les a vaccinés en masse pour voir ce que ça faisait. Ça me rappelle vaguement une histoire. Et en 72, le directeur de la CIA va ordonner la destruction de tous les documents relatifs à MKUltra parce que le public commençait à dire les gars là, c'est pas possible. Donc le mec a allumé un grand feu, il a tout jeté dedans. Terminé. Cette décision, elle va permettre de dissimuler des détails de plus de 150 programmes, mais 8000 pages de documents, pour la plupart des documents financiers qui n'ont pas été détruits par erreur en 73, ont été trouvés en 77, lançant une deuxième série d'enquêtes sur MKUltra. L'ampleur des aberrations n'ont été révélées en totalité qu'en 2007, dévoilant au grand public toutes les expérimentations qui ont été faites avec le projet MKUltra.